Alors, je vais demander maintenant à Geneviève Marignac de venir pour l'intervention suivante, qui est enseignant-chercheur à Alfort, qui est vétérinaire et qui est aussi diplômée de notre master depuis cette année. Merci beaucoup Geneviève. Bonjour, bonjour. Je suis très heureuse d'être ici. Donc, l'année dernière et il y a 2 ans, j'étais à votre place. Me voilà cette année à partager mon expérience en tant que vétérinaire, c'est-à-dire animal assez particulier, soignant, tout en faisant partie d'une profession qui est considérée comme une profession de service. Alors je vais commencer par juste vous dire 2 mots sur cette profession parce que je me suis rendu compte qu'en fait elle était assez méconnue, même si elle fait toujours partie des top 5 des professions les plus aimées. Donc le sujet, c'est la réflexion éthique sur le soin à l'animal. Je vais d'abord m'interroger sur savoir qui fait les soins, à qui s'adressent les soins, et donc comment est vu l'animal. Et ensuite, ça va nous permettre de vraiment penser le soin à l'animal, pour voir comment cela génère des problématiques éthiques. Alors donc vétérinaire, donc voilà, j'ai fait mes études à Maison Alfort. Pendant 10 ans, j'étais praticienne et je me suis spécialisée en dermatologie. Alors nous, la spécialisation, elle se fait au niveau européen parce qu'il n'y a que 20 000 vétérinaires en France. Et on est à peu près 120 vétérinaires dermatologues dans toute l'Europe et 200 000 vétérinaires en Europe, c'est-à-dire autant que de médecins en France. Voilà, on est une petite profession. Donc il y a 4 écoles publiques en France, une école privée. Et par exemple, c'est une profession qui est très appréciée. Pour le post-bac, on accepte à peu près 2,5% des personnes qui veulent rentrer pour être vétérinaires. Donc, la relation du soin à l'animal, on l'imagine une relation plutôt entre le vétérinaire et l'animal. Alors que c'est comme pour les enfants, comme pour les personnes en situation de handicap. En réalité, les personnes qui font véritablement les soins du point de vue physique, matériel, à l'animal, c'est beaucoup plus leur accompagnant. Alors derrière le mot accompagnant, je mets les éleveurs, les propriétaires, les pet parentes, les dresseurs, les maquignons, les sportifs, les chasseurs, qui sont toutes ces personnes qui sont autour de l'animal. Sinon, comme profession qui s'occupe des soins à l'animal, il y a les aides-soignants vétérinaires, les maréchaux ferrants, les ostéopathes, les zootechniciens. Donc il y a toute une kyrielle de professions. Et évidemment, il y a les éleveurs, les agriculteurs, qui sont hyper importants dans le soin à l'animal. Voilà qui fait les soins. Alors, à qui s'adressent les soins ? On voit bien qu'un animal sauvage, dans la nature, en gros, il ne va pas avoir de soins. J'allais dire les personnes, les animaux auxquels on fait des soins, c'est principalement ceux qui sont productifs au sens large. Alors je me permets de faire une parenthèse, dans ce que je vais dire, ça peut heurter vos sensibilités. Bon, je crois que Clément Tarantini a déjà commencé très fort dans ce type de choses, mais je sais qu'on peut avoir une relation très émotionnelle à l'animal
Et c'est mon cas aussi, hein, depuis que je suis petite. Que ce que je vais dire peut du coup paraître assez détaché, alors que je vous le dis, je n'ai pas du tout une relation détachée à l'animal. Donc les animaux soignés sont principalement ceux qui sont productifs au sens large, c'est-à-dire source de travail, comme par exemple le chien de chasse, ou autrefois les animaux étaient vraiment la source principale de force, d'énergie qui permettait de labourer, de loisirs, mais aussi l'animal est source de nourriture, soit par son corps lui-même, soit parce qu'il produit. Et c'est vraiment ces animaux-là qui vont être soignés, c'est-à-dire très principalement des mammifères, aussi les poissons et tout ce qui est fruits de mer, mollusques et crustacés d'élevage. Et puis il y a un arthropode qui est évidemment l'abeille, qui est l'objet de soins vétérinaires. Du coup, je disais principalement des mammifères, et nous les vétérinaires, on dit qu'on est dans la domesticocène, parce qu'en fait, les 2/3 de la biomasse des mammifères sur Terre sont les animaux domestiques, avec les humains qui font que 1/3 de la biomasse, et les animaux sauvages qui ne sont que 2% de la biomasse des mammifères sur Terre. Donc on voit comment l'homme et son action a envahi la Terre. Les soins aux animaux sauvages sont restreints aux animaux de zoo, de cirque. Et puis, malheureusement, très souvent, on entend parler de l'abattage d'animaux sauvages parce qu'ils sont source de maladies, avec évidemment l'exception notable de la vaccination contre la rage des renards, qui a été d'ailleurs commencée en France, qui nous a permis de garder notre population de renards et qui nous a permis aussi de rendre la France indemne de rage. Et donc là, c'est aussi pour vous introduire toute la dimension santé publique de la profession vétérinaire qui pour nous est vraiment extrêmement importante et qui est toujours dans notre esprit, cette dimension santé publique. Sinon, on a aussi une internationalisation du phénomène animaux de compagnie et je suis absolument fascinée quand je suis les réseaux sociaux ou que je reçois des emails de collègues parce que je suis toujours reconnue comme étant dermatologue, de collègues de plein de pays du monde qui vont s'intéresser ou avoir une activité uniquement animaux de compagnie, y compris dans des pays où en particulier le chien est considéré comme tabou ou souillant. Je pense à la plupart des pays d'Asie où il y a simplement 20 ans, les gens n'avaient juste pas d'animaux de compagnie et maintenant il y a une généralisation. Et d'ailleurs, lors de la Covid en Chine, tout ce qui était la problématique autour des animaux de compagnie, finalement le gouvernement a rapidement arrêté de vouloir séparer les gens de leurs animaux de compagnie, ce qui est absolument incroyable, qui n'aurait pas été possible simplement il y a une vingtaine d'années. Alors comment est vu l'animal ? Alors très rapidement, je vais vous parler des 3 grands courants d'éthique animale. Je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant parce que simplement vous vous intéressez aux informations. Mais c'est juste pour remettre un petit peu les choses en place. Très grossièrement, il y a 3 courants, les courants antispécistes ou abolitionnistes, que je mettrai ensemble, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Les courants welfaristes qui s'occupent du bien-être. Et puis, je dirais le gros, dont on ne parle jamais, mais qui concerne quasiment toute la population, le courant domesticationniste. On est une espèce qui domestiquons l'animal. Alors, les courants antispécistes, ils datent des années 70, c'est les plus récents, et ils affirment que l'espèce à laquelle appartient un animal n'est pas un critère pertinent pour décider de la manière dont on doit le traiter et la considération morale qu'on doit lui accorder. Ça fait suite à une lettre de Ryder dans le Daily Telegraph en 1969, où il dit que depuis Darwin, les scientifiques admettent qu'il n'y a aucune différence essentielle, magique, entre les humains et les autres animaux biologiquement parlant. Pourquoi, dès lors, faisons-nous moralement une distinction radicale ? Si tous les organismes ont un seul continuum biologique, nous devrions aussi
être sur ce même continuum. Et en fait, Peter Singer, qui est l'auteur de Animal Liberation, A New Ethics for Our Treatment of Animals, faisait partie du même groupe que Ryder. Et à partir de cette lettre, en fait, ça a généré vraiment des discussions qu'on appelle le groupe d'Oxford. Peut-être c'était une sorte d'espace éthique qui s'était créé à Oxford et qui a donc été à l'origine de la publication de Peter Singer, où il dit to give preference to the life of a being simply because that being is a member of our species would put us in the same position as racists who give preference to those who are members of their race. Et donc c'est vraiment Peter Singer qui a le premier fait le parallèle avec le racisme et le spécisme. Alors c'est pas lui qui a créé le mot spécisme, mais c'est vraiment lui qui l'a fait reconnaître. Et du point de vue éthique, Peter Singer a créé un nouvel impératif catégorique en disant qu'il ne faut pas sacrifier un intérêt significatif, au sens de majeur, pour une foule d'intérêts mineurs. Donc on voit bien que Peter Singer était plutôt kantien dans sa façon de voir les choses. Évidemment, il y a énormément d'autres choses à dire sur les antispécistes, les abolitionnistes, mais dans le cadre de cette conférence, on va s'arrêter là. Et puis le fait qu'il soit très, très important à l'heure actuelle. Il y a les courants welfaristes. On peut dire qu'ils commencent déjà à la stèle d'Hammurabi en pays sumérien. On voit que le roi Hammurabi essayait de protéger les animaux, bon, peut-être pour leur production, mais surtout Plutarque, l'auteur latin Plutarque, qui disait qu'il fallait vraiment ne pas maltraiter les animaux. Donc les courants welfaristes considèrent que nous sommes responsables de la façon dont nous traitons les animaux, justement parce que nous sommes une espèce qui se rend compte de ce que nous faisons. Alors ça a commencé au XIXe siècle à prendre de l'ampleur en Angleterre, vers les années 1820, avec des lois de protection de l'animal. Et puis, dans les années 1850, avec la première loi Grammont de protection de l'animal, en disant qu'il ne fallait pas faire de violence et maltraiter les animaux en public. Donc on voit qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a dû y avoir des transactions qui ont fait rajouter en public à cette loi Grammont. Brigitte Brophy, qui est une essayiste et militante britannique, déclarait en 1953 « Je ne considère pas les animaux supérieurs ou même égaux aux humains. Toute la question de savoir pourquoi se comporter de façon décente avec les animaux repose justement sur le fait que nous sommes une espèce supérieure. Une espèce avec des capacités uniques d'imagination, et c'est vrai qu'en éthique, on utilise tout le temps notre imagination, de rationalité et de choix moraux. C'est précisément pourquoi nous sommes dans l'obligation de reconnaître et de respecter des droits aux animaux. » Alors les manifestations actuelles du courant welfariste sont les chartes de bonnes pratiques, la liste des 5 libertés de l'animal, les comités d'éthique de la recherche sur l'animal, la recherche en comportement animal et toutes ces choses que vous voyez. Et il y a un MOOC justement sur le bien-être animal qui est fait par mes collègues de l'école vétérinaire de Lyon que vous trouvez sur Fun. Alors, je pense que le principal de l'espèce humaine est plutôt domesticationniste, c'est un néologisme que je propose, c'est-à-dire que pour toute la population humaine, domestiquer l'animal est une relation tout à fait normale à l'animal. Et d'ailleurs, ça nous apporte, mais ça apporte beaucoup aussi à l'animal puisqu'on le protège, etc. On lui donne des conditions de vie plus favorables, ce qui est montré par l'augmentation de son espérance de vie. Alors, derrière ces propos, en disant que c'est le principal de la vision de l'homme par rapport à l'animal, il y a quand même des recherches en éthique très importantes, en particulier Jocelyne Porcher
Alors pour ceux que ça intéresse, Jocelyne Porcher vient de publier un livre de discussion avec Corinne Pelluchon qui va sortir là d'ici quelques jours et qui se promet probablement d'être très intéressant. Et donc Jocelyne Porcher est chercheure à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale, et elle a écrit plusieurs livres qui indiquent que la relation à l'animal, en particulier domestique, est vraiment un fondement de notre humanité, et que donc la proposition des abolitionnistes de dire qu'il faut laisser les animaux à eux-mêmes et vivre leur vie d'animaux et ne plus avoir de relation à eux est une aberration. Voilà, donc vraiment des oppositions très fortes dans ces trois mouvements. Alors on en vient au sujet principal qui est penser la relation aux soins de l'animal. Quand je pense l'éthique, ça fait écho à ce que vient de dire Clément Tarantini. Pour moi, l'éthique, elle est vraiment incarnée et donc je fais appel à John Dewey, dont Clément Tarantini a parlé, et à William James. Et pour moi, ce qui est très très important, c'est de se positionner dans le contexte. Et donc j'essaye toujours de voir dans le contexte où est positionné l'animal, où est positionné son accompagnant, où est positionné le soignant. C'est pour moi la première étape pour explorer une situation éthique. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu du positionnement de l'animal dans le cadre du soin. Alors quand je dis un petit peu, c'est une litote, en fait c'est l'élément le plus long de ma présentation. Et du coup, vous allez voir que très facilement, on en déduit le positionnement des différentes personnes qui le soignent. Alors dans le soin, l'animal n'a aucune indépendance. On voit bien que ce soit dans le curatif ou le préventif, tout est décidé ou rendu possible par les humains. Si l'animal refuse des soins, à ce moment-là, on lui fait une contention, que ce soit une contention physique, comme autrefois ce qu'on appelait les travails qu'on voyait dans toutes les écuries, ou qu'il existe toujours les cornadis pour les vaches. Ou une sédation chimique, donc ça a vraiment été grâce au courant welfariste, il y a eu, et grâce aux laboratoires qui ont développé ces produits et la demande des vétérinaires, il y a eu le développement énorme de produits qui permettent une sédation et une anesthésie des animaux avec quasiment plus de nécessité ou très très courte de nécessité de surveillance au réveil. Souvent c'est juste une demi-journée et donc c'est vrai que nous les vétérinaires, j'ai fait un stage pendant 2 mois à l'hôpital Necker il y a une quinzaine d'années et j'étais étonnée de tout ce qui est fait aux nourrissons, alors que nous les vétérinaires, les animaux, dès qu'on leur fait quelque chose qui génère de la douleur, tout de suite on a le doigt sur l'anesthésique ou le sédatif et on fait ça très très vite. Donc du coup on voit bien l'importance de cette pensée de la bientraitance, du welfarisme dans le rapport aux soins à l'animal. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être bientraitant à l'animal? Si on retourne à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour les uns, faire du bien à l'animal, c'est entretenir la relation à l'animal, en cela que c'est inhérent à la nature, à l'histoire de la culture humaine depuis quelques dizaines de milliers d'années qu'a commencé l'agriculture et la domestication, mais en faisant en sorte que ce soit le plus respectueux possible de l'animal. Et donc du coup, l'animal fait partie intégrante des êtres vivants qui doivent être soignés quand ils en ont besoin. Alors que si on essaye de présenter de façon très rapide le courant abolitionniste, quelque part, la bientraitance vis-à-vis de l'animal vise à abolir au maximum toute interaction avec cet animal, à le rendre dans un état sauvage originel. Et c'est ça qui serait le summum de la bientraitance vis-à-vis de l'animal. Et donc, quelque part, si on regarde, on essaye de faire de la cohérence dans cet abolitionnisme, à ce moment-là,
le seul moment où en fait l'animal recevrait des soins, ce seraient les moments où en fait il a besoin de ces soins parce que l'homme a agi sur lui et a généré une maladie, ou bien, donc par exemple par la pollution ou des choses comme ça, ou par le fait qu'il envahit ces territoires et du coup il crée des virus comme celui de la Covid-19, ou bien dans les cas où l'animal est tellement modifié qu'il ne peut plus vivre une vie normale. Dans les années 80, l'Assemblée nationale suédoise a considéré qu'il fallait stériliser tous les chiens de race Sharpei parce que ce sont des chiens qui, dès la naissance, nécessitent énormément de soins vétérinaires et ils considéraient que ce n'était pas normal de sélectionner une race et de continuer à avoir une race qui nécessite des soins. On peut dire la même chose avec tous les animaux qu'on appelle hypertypes, nous, tous les bulldogs, les chats persans par exemple, qui ont du mal à respirer, ou les veaux culars, c'est des veaux par exemple de race blanc-bleu-beige ou limousine, qui n'arrivent pas à naître de façon normale parce qu'ils ont une masse musculaire énorme. Et on voit bien que le but qu'ils aient une masse musculaire énorme, c'est pour la consommation. Excusez-moi, hein, vous sortez vos mouchoirs si vous voulez. C'est pas toujours très agréable notre relation à l'animal, et donc il y a des choses qui sont plus ou moins agréables à entendre. Donc en gros, la vision abolitionniste, c'est que les soins ne se justifient que dans la situation où il y a inféodation à l'homme. Du coup, on voit que la dépendance de l'animal dans le cadre du soin est vraiment très importante. On peut même dire que l'animal n'est pas véritablement sujet du soin. Si on compare à l'enfant ou à la personne en situation de handicap, quelque part, le fait que ces individus appartiennent à l'espèce humaine, il y a une grosse part du soin qui est faite dans le but de soigner ces personnes parce que ce sont des sujets. Alors que je pense que les différents éléments que j'ai commencé à apporter depuis le début de cette conférence montrent qu'il y a une énorme chosification de l'animal qui est vraiment utilisée comme un moyen de production, de loisirs, de sport, de travail, mais que le soin pour l'animal lui-même, finalement, il n'est pas aussi évident à penser. Et d'ailleurs, dans ce cadre, c'est pas étonnant de voir que la profession vétérinaire, comme beaucoup de professions de soignants, est une profession qui est sujette énormément au burn-out, aux idéations suicidaires, même plus que le sont les éleveurs, les agriculteurs, parce qu'il y a une opposition vraiment totale entre notre vocation qui est de soigner l'animal pour lui-même et nos obligations professionnelles qui sont de finalement participer à la production animale. Et ça, c'est vraiment un problème central dont les étudiants vétérinaires me parlent vraiment, soit en filigrane, soit de façon très claire, très fréquemment. Alors de toute façon, je ne vais pas parler de la relation pédiatrique puisque cet après-midi, il va y avoir toute une session à ce sujet. Donc, est-ce que ça a un sens de parler d'autonomie des animaux? Alors nous, on dit les autres animaux. Hein. Quand on parle des animaux, on dit les autres animaux. En situation de soins. Alors, si c'est pareil que pour tout ce qui est de l'éthique animale, hein, si je me permets de faire de l'éthologie du comportement animal à grands traits en tant que praticienne, et bien sûr, quand je vois ma collègue qui est vraiment éthologue, je me rends compte que je ne suis pas du tout connaisseuse en la matière, je dirais qu'il y a certaines espèces, voire certains individus, qui manifestent vraiment leur autonomie de façon immédiate. Alors, je ne sais pas si les propriétaires de chats de la salle seront tous d'accord avec moi, mais si on demande, enfin, le comportement du chat, c'est vraiment de cacher toute faiblesse, toute vulnérabilité. Et souvent, par rapport à, si on est propriétaire d'un chien ou d'un chat, on va amener son chien beaucoup plus vite voir le vétérinaire s'il est malade, que le chat qui souvent va cacher toute vulnérabilité.
Et de façon donc caricaturale, toutes les espèces qui vivent en communauté ou en troupeau ont moins tendance à cacher leur maladie et souvent sont plus faciles à soigner. Alors, je pense que vous connaissez la blague. Quand je donne à manger à mon chien, il pense que je suis son dieu, puisque je lui donne à manger, alors que mon chat pense que je lui rends hommage et que c'est elle qui est ma déesse. Donc il y a déjà des différences d'espèces. Alors ça, c'est vraiment le central pour les vétérinaires. On ne donne pas de Doliprane à un chat parce que ça les tue tout de suite. À un chien, ça fait des ulcères à l'estomac. À une vache, ça peut éventuellement aller. Donc il y a vraiment des différences très grandes entre les espèces. Mais il y a quand même cette idée de savoir si l'animal peut être vraiment sujet de son soin. Et avec l'idée d'autonomie et tout ce qu'il y a de libertarien ou de minimaliste, d'éthique libertarienne ou minimaliste, derrière ce mot autonomie. Il me semble que peut-être que l'idée d'autonomie pourrait être un petit peu modulée quand il s'agit de l'animal, parce que pour moi, cette préoccupation d'autonomie, elle est surtout pertinente en termes de laisser la liberté d'agir, et plutôt pour des humains adultes, éduqués et en santé. Dès qu'il y a un peu de vulnérabilité, être entravé dans ses actions, ses accomplissements, c'est déjà lié à la vulnérabilité elle-même. Or, l'action de l'animal et même ses préférences sont souvent considérées par nous, les humains, comme soit dictées par leurs instincts, soit au mieux comme le fruit de la domestication. Il n'y a pas d'autonomie. Et je reviens, vous voyez, à l'idée, au parallèle qui est faite par les antispécistes sur le racisme, le colonialisme, voire l'esclavage des animaux. Vous comprenez ce point de vue qu'ils peuvent avoir sur notre relation à l'animal. Et pourtant, quand vous essayez de mettre un poulpe dans un aquarium, eh bien, essayez, vous allez voir, c'est quasiment impossible d'empêcher un poulpe de sortir d'un aquarium. Vous donnez à un poulpe un bocal avec un couvercle et à l'intérieur de la nourriture, et très rapidement, il va vous l'ouvrir. Donc vraiment, ça fait partie des espèces les plus intelligentes et les plus débrouillardes de la création, si on peut dire. Donc, on voit bien que le poulpe, il exprime son rejet d'être enfermé, comme la plupart des espèces l'expriment. Et par exemple, là, si j'étais à la maison cet après-midi, vers 5h30, j'aurais bien mon chien qui vient m'apporter une chaussure les unes après les autres, qui après commence à mettre la patte sur le clavier de l'ordinateur pour bien m'exprimer que c'est l'heure de sortir. Donc on voit bien quand même que il y a quand même l'animal qui est quand même sujet de sa vie. Et on ne peut pas dire qu'il est juste instinctif ou il est juste sujet d'une domestication. Et donc, nous, vétérinaires, nous, ASV, nous, éleveurs, toutes les personnes qui soignons l'animal, on est vraiment persuadés que l'animal peut tout à fait être sujet de son soin. Et même Sabrina Krineff, qui travaille au Muséum d'histoire naturelle, a montré que le soin n'est pas du tout une invention humaine. On voit les épouillements entre singes, les oiseaux pique-bœufs, les poissons pilotes, l'allaitement partagé des chiots chez les canidés. Tout ça, c'est vraiment très répandu dans différents phylums des animaux. Et Sabrina Krineff montre aussi qu'une bonne part de la pharmacopée qu'on utilise est probablement issue de l'imitation d'autres animaux, comme le montrent ses travaux sur le singe. Et puis les animaux, ils manifestent une reconnaissance face aux soins. Dans Le Chevalier au lion, Chrétien de Troyes décrit l'attachement du lion après qu'Yvain non seulement l'a défendu contre le serpent, mais a soigné ses plaies. Et mon chien Pépito, que j'ai récupéré dans une clinique vétérinaire
après qu'il ait été cassé en passant sous une voiture. Donc moi, c'est un chien que j'ai récupéré. Quand il retourne là-bas, il fait la fête à toute l'équipe. Alors évidemment, on peut dire que est-ce que c'est parce qu'il a eu l'habitude d'être là pendant 3 mois où il a été soigné, ou est-ce que c'est une reconnaissance des soins? C'est sûr que le partage n'est pas absolument évident. Donc cette prise en compte du ressenti de l'animal face aux soins, elle n'est pas récente, mais elle est théorisée que depuis les recherches sur le comportement. Et parallèlement, il y a cette vision antispéciste avec Tom Regan de Case for Animal Rights qui dit que l'animal est sujet de sa vie. Et à l'heure actuelle, toutes ces visions, elles n'en sont plus du tout jugées comme excentriques. Quand j'ai commencé la médecine vétérinaire dans les années 90, c'était considéré vraiment comme des élucubrations. Maintenant, je pense qu'il y a, au niveau français et au niveau mondial, un grand partage de ces idées. Du coup, je vais vous dire de reprendre vos mouchoirs. Du coup, si on commence à penser le soin du point de vue de l'animal, par exemple, il y a un sujet qui est par exemple le sujet de l'amputation. Quand un animal a des plaies très importantes, dans certains cas, on peut faire des soins très élaborés et retrouver que l'animal retrouve l'usage de sa patte. Sauf que je pense à un animal de ma famille où ça a nécessité 6 à 8 mois de soins. Donc sur ces 6 à 8 mois, la chienne, elle est restée quand même, je dirais, 3 fois 3 semaines et 1 fois 2 mois, enfermée dans une cage, quasiment 23 heures par jour, pour pouvoir arriver à avoir de nouveau l'usage de sa patte. Donc, alors maintenant, elle est très contente, elle court partout et elle a de nouveau l'usage de sa patte. Mais moi qui suis vétérinaire, je sais très bien que j'ai déjà amputé des animaux et qui ont vécu très heureux, très contents, avec uniquement 3 pattes. Donc si je me mets à la place de l'animal, qu'est-ce qui vaut mieux? Amputer cet animal, ce qui nous paraît un barbarisme pour nous, ou traiter l'animal et avec des soins assez longs et pénibles pour l'animal? La question se pose. Et je peux vous dire que poser la question à un propriétaire, ce n'est pas totalement évident. Quand on repense aux chats, par exemple, quand les chats, par exemple les chats persans, peuvent avoir des problèmes oculaires assez importants, est-ce que appliquer divers collyres 5-6 fois par jour sur l'animal, c'est vraiment de la bientraitance? Comment ressent le chat? On voit bien que le chat ne veut plus être traité au bout d'un moment. Donc tout ça, c'est des questions qui autrefois paraissaient hurluberlues, mais que vraiment maintenant on se pose et que les propriétaires nous posent. Mais il y a certaines pratiques qui peuvent paraître vraiment barbares, et du coup on a des propriétaires qui soit quittent la clinique vraiment de façon indignée, voire une fois qu'on a amputé l'animal, finalement on s'en désintéresse. Ou je connais un cas où même finalement ils ont donné l'animal à la gardienne de l'immeuble. Et le petit garçon qui adorait son chien, en fait, je le voyais très très souvent passer 2 heures à promener son chien dans le quartier de Paris où j'ai pratiqué, parce que lui, il aimait son chien même avec 3 pattes, mais pour les parents, c'était impossible à penser. Donc du coup, on en revient au positionnement des différentes personnes qui soignent l'animal, sachant que l'accompagnant est vraiment central dans le choix du soin de l'animal. C'est lui qui décide tout. Et le vétérinaire, le maréchal ferrant, l'ostéopathe, l'aide-soignant ne peut faire que proposer des soins. Du coup, plus que l'animal lui-même, le quotidien des cas de conscience liés aux soins de l'animal sont plutôt générés par l'accompagnant, ses attentes en termes de ses attentes vis-à-vis de l'animal, en termes affectifs ou en termes économiques. Et malheureusement, c'est le plus gros des dilemmes qu'on rencontre. Du coup, comment le soin à l'animal génère des cas de conscience?
Donc j'ai eu le plaisir de diriger une thèse vétérinaire d'Adèle Cortinovis consacrée au dilemme des vétérinaires. Donc on l'a vu, hein, le fait que le vétérinaire soit serviteur de 2 maîtres est vraiment très important. Dans une autre conférence, je pourrais parler de l'euthanasie, c'était le sujet qu'on envisageait éventuellement, puisque le vétérinaire est ayant droit de l'euthanasie et ce n'est pas sans poser d'énormes problèmes à la profession. Puisqu'il y a une sorte de transfert de responsabilité où éventuellement le propriétaire, je parle des euthanasies exagérées hein, sur animal en bonne santé, le propriétaire ne veut pas garder son chien parce qu'il ne chasse pas, ne veut pas garder les poulets mâles parce que ça ne va rien donner, et du coup c'est sur les vétérinaires qu'est transférée la charge d'euthanasier. Et puis évidemment l'aspect financier qui est extrêmement important, aussi bien dans les filières économiques que dans les filières animaux de compagnie. Donc comme je le disais tout à l'heure, plus largement, il y a un conflit fondamental entre notre vocation initiale en tant que soignant de l'animal, qu'on soit vétérinaire, maréchal, ferrant, ASV, enfin bénévole dans les associations, qui est souvent une vocation issue de l'enfance pour soigner l'animal. Alors, c'est vraiment aux injonctions économiques et sociétales que les antispécistes tentent de répondre en proposant de dissocier l'animal et l'homme. Donc, je ne juge pas hein, sur leur façon de faire, parce que nous, en tant que soignants de l'animal, souvent, on est les victimes de leur façon de faire. Mais leur réaction, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que ne se posent plus ces dilemmes éthiques. Et d'essayer que nous ne soyons plus en face de ces dilemmes. Alors que les welfaristes, ils se positionnent plutôt dans une amélioration du fonctionnement. Et pour nous et pour les animaux, on a vraiment besoin de ces 2 approches. Alors en conclusion, je dirais que l'agriculture rend l'animal dépendant, que son extension actuelle a pour effet que l'animal sauvage aussi est concerné par la nécessité de soins, puisqu'ils n'ont plus leurs espaces naturels, que penser le bien-être à la force de pouvoir apporter des améliorations immédiates, mais ça ne suffit pas à faire sortir du paradigme de l'animal envisagé uniquement comme pourvoyeur de services ou de nourriture. À ce stade, plus que le parallèle avec le soin aux enfants ou aux autres personnes en situation de handicap, il me semble que les enjeux éthiques du soin à l'animal sont déjà simplement au niveau de lui rendre ses capacités, en résonance évidemment avec les travaux d'Amartya Sen et de Martha Nussbaum. Et du coup, je trouve que le parallèle avec les populations les plus dénuées et les plus invisibilisées sont intéressantes pour l'animal. Toutes les études le montrent, la maltraitance de l'animal est un signe majeur de maltraitance de l'homme. Et même si ce n'est pas pour de bonnes raisons, c'est pour ça que justement la loi d'Ombreval de décembre 2021 a accepté que soit levé le secret professionnel des vétérinaires. Si on voit une maltraitance animale, il nous faut la signaler et nous ne sommes plus restreints au secret professionnel et c'est un réel avancement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Geneviève. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous qui êtes soignants, les propos de cette intervention ont résonné chez vous, puisque ça révèle peut-être en creux ce que nos représentations du soin doivent à l'humain, finalement, cette réflexion sur l'animal. Voilà, donc c'était la première remarque que je voudrais faire. Est-ce que vous avez peut-être des questions, des remarques? Oui. Bonjour, Delphine Brard. Je travaille dans une association du secteur social et médico-social. Tous vos propos sont vraiment d'actualité. Et justement, sur ça, est-ce que vous avez suivi les débats parlementaires actuels? Et je pense évidemment à l'amendement Le Fur qui a failli passer. C'est un amendement, en fait, c'est très récent, qui visait à priver de réduction d'impôt les dons aux associations ayant commis des actes d'intrusion. Donc c'est un amendement qui visait clairement des associations comme L214 et qui a été refusé.
Si vous voulez, c'est ce que je vous expliquais. Moi, j'ai une certaine ambivalence parce que je comprends bien que ces actes d'intrusion, ces actes un peu révolutionnaires sont nécessaires pour faire bouger les lignes. Mais d'un autre côté, par exemple, je pense à une consoeur qui s'est levée un matin euthanasier 42 chiens dans un refuge parce que et que du coup, s'il n'y a plus de refuge, s'il n'y a plus de place dans le refuge, ben les animaux qui peuvent être adoptés, ils ne peuvent plus rentrer dans le refuge. Donc vous imaginez ma consoeur qui se lève le matin sachant qu'elle va euthanasier 42 animaux. Vous imaginez les bénévoles qui font le choix de Sophie. Vous voyez à quoi je fais allusion? C'est-à-dire ils regardent les animaux et ils disent lesquels on va demander au vétérinaire d'euthanasier demain, lesquels on va garder parce qu'on pense qu'ils sont encore adoptables. Donc vous voyez les affres dans lesquelles sont. Voilà. La vétérinaire, elle arrive et là, il y a une ONG qui a fait intrusion et qui dit nous, on fait un référé et on n'euthanasie pas ces animaux. Donc effectivement, l'association a gagné et elle n'a pas euthanasié les animaux. Sauf qu'en fait, 2 ans plus tard, le refuge a dû être fermé puisqu'il n'y avait plus d'euthanasie. Ils étaient arrivés de, je crois, 150 à 250 animaux. Et du coup, il y a eu, je ne sais plus les chiffres, mais plus de 100 animaux qui ont dû être euthanasiés parce que, si vous voulez, l'accompagnement de cette association, pour moi, il a été très positif dans le fait qu'ils ont dénoncé le fait qu'il faille euthanasier des animaux, mais il n'a pas été jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'après, ils ont arrêté l'accompagnement de ce refuge, et du coup, le refuge est passé de Caraïbes dans Silla. Vous voyez, c'est là où je suis ambivalente. C'est que effectivement, il y a des choses du point de vue structurel à changer, mais les actions des classes ne sont pas suffisantes. Et par exemple, du point de vue structurel, la profession vétérinaire, la région Île-de-France et maintenant c'est, je crois, généralisé à toutes les régions de France, on fait vétérinaire pour tous, qui est quelque chose que moi j'aurais jamais pensé qu'il puisse un jour exister, qui est une sorte de CMU pour les propriétaires. C'est un truc carrément incroyable et donc les soins vétérinaires pour les personnes qui relèvent de la CMU ou du RSA, etc. Ces personnes vont à la mairie avec la facture du vétérinaire et il y a un tiers qui est pris en charge par la région, un tiers qui est pris en charge par une fondation qui a été fondée par la profession vétérinaire avec l'aide de plein de personnes, et puis un tiers qui reste à la charge du propriétaire. Donc vous voyez, là, je trouve qu'il y a un accompagnement. Et vous comprenez mon ambivalence? À la fois, oui, on a besoin des gens qui font pousser, qui bougent les limites, mais d'un autre côté, il faut aussi qu'il y ait un accompagnement. Et mon ambivalence est encore plus grande par rapport à la recherche, où il y a quand même des personnes qui ont perdu la vie ou qui ont des menaces de mort pour protéger l'animal. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ce qui se fait, mais vous voyez, il y a un défoulement qui peut se passer, un peu contre la même chose que contre l'avortement ou des choses comme ça. Donc ces gens, vous voyez bien que dans ce que j'ai dit dans ma conférence, je trouve que leur positionnement est extrêmement intéressant et qu'effectivement, au niveau institutionnel, il y a des choses à changer et au niveau sociétal. Mais ce que j'aimerais de leur part, c'est qu'il y ait plus d'accompagnement et plus de compréhension que il y a tout un tas de gens qui se retrouvent dans des situations impossibles et qui font en fait du transfert de souillure, comme dirait Frédéric Lechterfleck, sur nous, alors que nous, finalement, on est les petites mains. J'étais un peu longue, excusez-moi, dans ma réponse, mais je suis passionnée. Bonjour.
Merci beaucoup pour votre présentation que j'ai trouvée très très intéressante. Et moi j'avais une question particulière. Qu'est-ce que vous pensez de l'humanisation des animaux de compagnie qu'on voit actuellement? Moi ça m'interpelle beaucoup, tous ces magasins où on peut acheter des vêtements, des poussettes, des tétines, des hochets pour les animaux. Est-ce qu'on va vers une bien-traitance de l'animal ou est-ce qu'on est encore dans la chosification poussée à son extrême? Et vous disiez la maltraitance à l'animal est un reflet de la maltraitance à l'homme. Est-ce que cette bienfaisance à l'animal s'accompagne d'une bienfaisance à l'homme? Je ne sais pas. Pour avoir discuté avec des gens, enfin, je pense par exemple à les discussions avec un couple qui avait un chien, qui a toujours un chien bichon, et qui m'expliquait avec fierté que leur chien n'avait pas quitté l'appartement depuis l'âge de ses 3 mois. Et leur chien était vraiment traité comme leur bébé. Ou un autre cas où je suivais un chien depuis pas mal d'années, je le vaccinais, et un jour le couple me l'amène, et en fait le chien avait fait une crise d'épilepsie, et donc au lieu de dormir dans le lit et manger à table, il voulait manger dans une gamelle, sortir et lever la patte. Vous voyez, la crise d'épilepsie avait complètement... voilà. Et donc c'est très très compliqué, parce que expliquer à ces gens-là qui sont maltraitants, et expliquer le point de vue de l'animal, est vraiment très compliqué, parce que ces personnes ont vraiment l'impression qu'ils font le mieux pour l'animal. Et donc là, et je pense que dans certains cas, les psychologues avec les enfants, ça doit être un peu la même chose, où ils voient que les parents essayent de faire le maximum. Alors moi je suis mère d'un ado, donc voilà, on essaye de faire le maximum, et à un moment, en fait, on va trop loin. Vous voyez, et ça, c'est vraiment très compliqué. Donc, si ça vous intéresse, ma collègue Caroline Gilbert, comme les 2 prénoms, c'est vraiment sa spécialité, c'est travailler sur la maltraitance vis-à-vis des animaux de compagnie, qui est un tout nouveau domaine qu'elle a commencé à explorer il y a une dizaine d'années. Avant, on n'imaginait pas la maltraitance vis-à-vis des animaux de compagnie, on pensait que les animaux de compagnie étaient tous bien traités. Désolée de ne pas vraiment répondre, mais je ne peux pas, enfin, pour l'instant, voilà. Une dernière question. Finalement, chaque vétérinaire, j'ai l'impression, est appelé à, j'imagine comme tout soignant, à décider de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire. Et cette frontière, finalement, j'imagine que les vétérinaires ne la mettent pas. Les seuils de tolérance qui ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il y a Est-ce que par exemple ces différentes positions que tu évoquais, est-ce qu'elles se retrouvent vraiment dans les discussions que toi tu peux avoir avec tes collègues ou entre vétérinaires, même dans les institutions, c'est-à-dire j'imagine qu'il y a, c'est peut-être pas un ordre des vétérinaires, mais quelque chose d'assez comparable. Est-ce que vraiment le débat éthique irrigue ces lieux? Alors, je pense qu'ils sont un peu comme Monsieur Jourdain. Ils font de l'éthique sans vraiment le savoir ou le dire. Surtout que, quand même, pour moi, qui suis scientifique, thèse en microbiologie, PCR, voilà, je veux dire, rentrer dans les cours de ce master, c'est quand même un ticket d'entrée énorme. Par exemple, je me rappelle des cours de Clément Tarantini parce qu'il est là. Je veux dire que pour moi, il y a une autre façon d'explorer les choses qu'avec des statistiques, mais juste en écoutant les gens et que ça puisse avoir une validité scientifique. Ça a été vraiment une découverte extraordinaire. Donc je pense que les vétérinaires, pour eux, c'est un peu pareil. Donc c'est ce que j'essayais d'expliquer, c'est qu'en tant que soignant, au quotidien, on fait du welfare, mais notre vocation, c'est quand même une vocation pour l'animal en tant que sujet. Et donc il y a vraiment sans arrêt cette opposition. Et puis il y a surtout les injonctions de la société et de l'accompagnant qui sont des injonctions de santé publique, etc. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça génère? Eh ben, ça génère que, je vous en ai parlé de ce burn-out, ces idéations suicidaires qui sont très fréquentes. 18% des vétérinaires en auraient de façon intermittente et 5% de façon fréquente, presque journalière. Et puis ça fait aussi, par exemple, dans la thèse d'Adèle,
il y a eu plus de 20% des vétérinaires qui nous disaient que face à un problème éthique, ils prenaient des risques juridiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent parfois faire des faux en écriture ou des choses comme ça, simplement pour arriver à se sortir du problème éthique. Donc, et puis aussi, je sais que quand je demande à des confrères s'ils ont eu des dilemmes éthiques, parfois ils me parlent d'histoires qui ont 15, 20, 25 ans et qui ne sont encore pas passées. Et je n'ai même pas besoin de finir ma phrase. Et là, ils me déroulent des problématiques. Donc il y a vraiment un manque de concertation. Ce qui maintenant est obligatoire aux équipes soignantes, on en est encore là en médecine vétérinaire. On fait plutôt les chats, on cache la responsabilité, la vulnérabilité.